Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité toulousaine ce mardi 10 mars, 7 mois après son application, l'arrêté municipal anti-prostitution s'étend à d'autres quartiers. Le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse lance une campagne pour retrouver les descendants de ses donateurs. Et puis le plasticien et réalisateur Peter Greenaway, de passage à Toulouse, nous parle de la mort du cinéma à la fin de cette édition. La prostitution est interdite depuis juillet dernier dans certains quartiers du nord de la ville, suite à un arrêté pris par la municipalité. Selon la mairie, le dispositif fonctionne bien, mais la mesure a naturellement créé un effet de dispersion de la prostitution dans d'autres zones de la ville. Jean-Luc Moudinque a donc décidé d'étendre son arrêté à ces nouvelles zones concernées. Les détails avec Jérôme Bolloc. 8 mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté anti-prostitution dans certains quartiers de la ville, comme Matabio et les Minimes, un phénomène d'éparpillement puis de reconcentration de prostituées et ses produits. Cette reconcentration intervient sur la zone de l'avenue des États-Unis où la police compte 11 prostituées en activité. Le nouvel arrêté signé aujourd'hui concerne donc cette zone ainsi que de grands axes adjacents, l'avenue de Fronton, le boulevard Pierre et Marie Curie et la route de Launaguet. Chaque fois que la prostitution se reconcentrera sur une zone, sur un segment de rue, au point de créer des grands troubles, nous interviendrons avec l'arrêté si c'est nécessaire, avec d'autres moyens, quelquefois ça peut suffire, mais nous ne laisserions pas tomber les Toulousains. On est doublement déçus parce que quand même on avait instauré un dialogue avec les riverains du quartier des Minimes à travers leur comité de quartier. Ils nous avaient invités à un débat, on y est allé, ça s'est plutôt bien passé. Il y avait des riverains qui avaient exprimé le souhait de faire appel à nous pour créer une médiation. Nous, on peut comprendre, et les travailleuses du sexe aussi peuvent comprendre les nuisances qui peuvent parfois être causées par la présence de personnes dans la rue la nuit. Donc on avait l'espoir de créer un dialogue et d'arriver à une solution qui ne soit pas la répression, mais malheureusement, encore une fois, c'est la répression qui est choisie. Depuis juillet dernier, 567 amendes de 38 € ont été délivrées aux prostituées, 165 avenue des Minimes et 147 place Roclène. Un constat, les verbalisations sont de moins en moins fréquentes, 1 à 2 par jour. Pour Olivier Arsac, l'arrêté est donc un succès. Plusieurs éléments sont convergents. Les comités de quartier nous disent qu'ils sont ravis, les verbalisations sont en chute. Les appels à Allo Toulouse, le plateau téléphonique de signalement de toutes les nuisances sur la commune, eh bien là aussi les appels sont en chute. Les patrouilles sur place nous le disent aussi. Sur la zone des Minimes, qui était le point le plus aigu, la disparition de la prostitution est totale. Les personnes vont continuer à travailler, donc évidemment elles vont peut-être aller ailleurs, elles vont peut-être aller plus loin dans la campagne, c'est ce qui s'est produit dans d'autres villes. Moi je viens de Lyon. À Lyon, ça fait des années que maintenant les personnes, elles sont des fois sur les aires d'autoroute pour travailler, ou des fois très très loin sur des routes nationales où c'est très très difficile pour l'association de terrain d'aller à leur rencontre. Ici, c'est sûrement ce qui va se passer, ou alors elles vont continuer à travailler dans des zones interdites, ce qui veut dire qu'elles vont accumuler des amendes, ce qui veut dire qu'elles vont être encore plus dans la précarité. Et il y a aussi le risque qu'elles fassent appel à des intermédiaires pour essayer de se protéger de la police, ce qui évidemment augmente le risque de contrainte, augmente le risque de proxénétisme, etc. Ce nouvel arrêté anti-prostitution a été pris pour une durée d'1 an et s'applique 24 heures sur 24 en raison de la proximité du groupe scolaire Jules Ferry. C'est un document marquant dans l'histoire de Toulouse qui vient de sortir. Toulouse et Charlie est un recueil de photos, de poésie, de textes autour des journées de mobilisation à Toulouse en hommage aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher. Le 10 janvier dernier, 120 000 personnes étaient descendues dans les rues toulousaines. Dessins, témoignages écrits, bougies déposées devant la mairie, messages projetés sur la façade du Capitole sont autant de souvenirs poignants immortalisés dans cet ouvrage. Les bénéfices de ce livre paru aux éditions toulousaines Empreinte seront partagés entre l'association IMAD pour la jeunesse et la paix et l'association Presse et Pluralisme. Toulouse et Charlie est disponible en librairie. Hier, Toulouse rendait hommage à Jean Calas, exécuté pour le meurtre de son fils en 1762 sur fond de conflit entre protestants et catholiques. Invité pour cet événement, l'ancien ministre de la Justice, Robert Badinter, donnait une conférence au Palais de Justice. Il a rendu hommage à Voltaire et à son traité sur la tolérance qui dénonce l'obscurantisme de l'époque. Le philosophe s'était battu pour obtenir la réhabilitation du père Calas en 1765. Le traité sur la tolérance
est toujours d'actualité. Les ventes ont bondi après les attentats à Charlie Hebdo et à l'Hypercacher. On écoute Robert Badinter au micro de Pauline Louvet et Romain Chevalier. Voltaire a été conduit au Panthéon, Madame Calas vivait encore et on a considéré qu'on mettait au Panthéon non seulement un très grand écrivain, non seulement un adversaire du fanatisme religieux, un partisan de toutes les libertés, un combattant contre l'intolérance, mais le défenseur de Calas. Le mot d'intolérance, c'est le mot distingué pour dire le fanatisme, pour dire la haine, ici pour des motifs religieux, là pour des motifs politiques, mais c'est toujours le même adversaire, le fanatisme qu'on doit combattre. Et nous en avons aujourd'hui en effet les plus cruels exemples. Des faits d'actualité tragique qui ont aussi touché Toulouse. Demain, le 11 mars, cela fera 3 ans que le parachutiste Imad Ibn Ziaten est mort. La première victime de Mohamed Merah avait choisi de mourir debout, sans céder aux menaces du terroriste. Selon les analyses des vidéos du tueur, Merah avait filmé tous ses assassinats le 15 mars à Montauban, tirant de sang-froid sur 3 parachutistes de dos. Et à nouveau, 4 jours après, lors du quadruple meurtre de l'école aux Aratora à Toulouse. Au chapitre culture, dans le cadre du festival Zoom Arrière de la Cinémathèque de Toulouse, qui se tient jusqu'au 14 mars, Jean-Marc Lucas et Alain Sorat ont rencontré le cinéaste plasticien Peter Greenaway, connu pour des films comme Meurtre dans un jardin anglais, The Pillow Book ou encore Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant. On regarde. Paradoxe absolu pour ce Peter Greenaway, invité d'honneur de la Cinémathèque de Toulouse, et pourtant pour lui, le cinéma est mort. My disappointments with cinema. The way beginnings, middles and ends. En fait, je fais des films parce que je suis déçu par le cinéma. Les films ont en général un début, un milieu et une fin, une histoire psychologisante avec une notion du bien et du mal. En fait, nous ne sommes plus dans l'âge du cinéma, mais nous sommes toujours dans l'âge des écrans. Ce sont les écrans qui sont importants. Je pense que le cinéma classique n'est que du texte illustré. Nous sommes dans un monde de réalisateurs qui conduisent des films plus qu'ils ne les composent. Il y a finalement peut-être beaucoup de réalisateurs, mais très peu de créateurs. On me dit souvent que mes films doivent être vus plusieurs fois pour être compris. Mais je pense que les films qui sont bien écrits et bien faits sont réussis grâce au montage, grâce au maquillage, grâce aux costumes, grâce à la musique. Le cinéma, ce n'est pas que de l'image. C'est riche d'informations comme peut l'être la bonne peinture. Et je pense donc que les spectateurs doivent voir les films 2 à 3 fois. Il n'y a pas de raison pour que le spectateur travaille moins que le réalisateur pour comprendre son film. And I think that audiences should put as much industry into the business of looking at film as a filmmaker does in making it. Les œuvres de Peter Greenaway à la Cinémathèque, c'est ce soir et demain. Le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse fête cette année ses 150 ans. À cette occasion, il lance un appel pour retrouver les héritiers des donateurs qui ont contribué au développement de ses collections. Pauline Louvet, Romain Chevalier. Des animaux, des outils, des costumes qui retracent l'histoire de l'humanité. Depuis 1865, ces objets sont offerts aux yeux du public. C'est grâce à un grand naturaliste, Pico de la Pérouse, le premier maire de Toulouse, que le Muséum d'histoire naturelle a vu le jour. 150 ans plus tard, les conservateurs du musée ont décidé de partir sur les traces de ces mystérieux donateurs. On est en train de préparer un hommage un peu justement à ces personnes qui ont constitué les collections, qu'ils ont données au muséum pour qu'on les offre aux visiteurs. Donc là on est en train de rechercher par rapport à nos objets, leur histoire, leurs donateurs. D'une part, ces donateurs seront mis à l'honneur et on leur rendra un hommage. Et d'autre part, pour nous, ça aide à documenter nos collections et ensuite faire partager l'histoire de ces objets aux visiteurs. Tous ces objets appartenaient à des ethnologues, des militaires, des explorateurs à la Indiana Jones, voire des kidam, qui ont décidé de léguer leurs trouvailles aux générations futures. Et pour retrouver ces anciens propriétaires, tous les moyens sont envisageables, du numérique en passant par l'enquête à la Sherlock Holmes. Parce qu'on a des donateurs, je veux dire, identifiés qui ont un nom. Puis il y a des donateurs qui sont totalement anonymes. On a des objets donnés par un agriculteur.
Donc celui-là ne sera jamais retrouvable, sauf si une personne dit « Ah mais attendez, j'ai mon grand-père qui a donné quelques objets qu'on avait trouvés, quelques fossiles en labourant le champ ». Voilà, c'est ces choses-là qu'on recherche. À partir du mois d'octobre, une double histoire pour les curieux, celle des objets et celle de ceux qui les ont découverts. Et pour info, plus de 200 000 pièces sont exposées quotidiennement au musée sur les 2 millions cachés dans les réserves de l'institution. Nous vous en parlions vendredi dernier, la liquidation de TLT a été évitée, le sort de votre chaîne locale devrait être connu dans 2 mois. D'ici là, nous avons choisi de vous donner la parole. Fidèles ou occasionnels téléspectateurs de TLT, quelle importance accordez-vous à cette chaîne d'information locale? Question posée par Marlène Canal et Romain Chevalier. TLT, ça représente vraiment la chaîne de Toulouse, personnellement. Parce que je me souviens que quand j'étais petit, que j'avais pas les abonnements pour regarder le foot, je regardais les rediffusions, si vous voulez, sur TLT à partir de minuit. Et voilà, c'est vraiment ça mon attachement par rapport à cette chaîne. J'ai été interviewé par TLT et c'est là que j'avais découvert un petit peu l'envers du décor. Et pour moi, ça a été très sympa parce que c'est là que je me suis rendu compte en fait, du nombre de gens qui regardaient TLT. C'est vrai qu'on n'a pas toujours la vue, quand on regarde pas la télé, on ne connaît pas toujours. Et j'ai eu pas mal de retours de gens à qui j'avais pas diffusé l'info qui m'ont dit « Ah tiens, on t'a vu sur TLT, etc. » Et j'ai même mes salariés qui ne savaient pas. J'avais été interviewé et qui le lendemain m'ont dit « Mais on t'a vu sur le reportage, je zappais, je suis tombé sur TLT. » J'ai toujours connu TLT depuis que je suis à Toulouse, donc j'ai vu que c'était un peu compliqué en ce moment, mais j'aurais grand plaisir à voir TLT continuer quand même. Je regarde pas trop la télé, ni TLT ni les autres, mais j'aime voir TLT quelquefois pour des émissions locales. Hein. Et ça me plaît d'y trouver des choses rapportant à notre ville. AZF, oui, je me souviens un petit peu d'avoir vu TLT là-dessus. Puis les élections aussi, dans les élections, on aime voir TLT quand il y a des élections. Et ça a pu m'apporter le fait de faire de la promotion de temps en temps pour des spectacles en tant qu'artiste, pour promouvoir les spectacles locaux avec des troupes locaux. Je pense que les gens sont, les Toulousains regardent ces informations-là aux heures 19h, enfin aux heures habituelles. Non, s'ils ne l'avaient pas, je crois que bon, tout le monde n'achète pas la dépêche déjà. C'est sûr parce qu'effectivement quand on regarde les infos qui sont diffusées par la dépêche, aujourd'hui on a finalement qu'un seul canal d'information, c'est eux. Donc ça peut devenir assez compliqué. C'est bien d'avoir plusieurs avis et plusieurs canaux. Voilà. Et nous continuerons cette semaine à vous donner la parole pour défendre votre chaîne locale. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée à tous.